Mon ex-femme, qui souffre de claustrophobie, a attaqué son amant en restant coincée dans un ascenseur. Elle a crié mon nom en appelant à l'aide, et maintenant elle veut revenir avec moi. Quand les portes de l'ascenseur se sont refermées, je n'étais même pas là, mais c'est mon nom qu'elle a crié. La femme qui m'a trompé, qui jurait avoir tourné la page, implorait ma présence alors qu'elle paniquait enfermée avec son nouveau mec. Et ce qui s'est passé à l'intérieur, a dépassé toutes les limites. Maintenant, après tout ça, elle est venue me chercher. Mais il y a quelque chose que je n'ai encore raconté à personne. Je n'aurais probablement jamais partagé cette histoire si ce qui s'est passé il y a quelques jours ne m'avait pas poussé à le faire. Et avec le retour de mon ex-femme, je crois que le moment est venu de tout sortir. J'ai rencontré Roxana au travail. Enfin, pas directement dans mon entreprise, mais chez un fournisseur avec lequel on organisait souvent des activités conjointes. C'est au cours d'un de ces événements d'intégration qu'on s'est parlé pour la première fois. Je me souviens que c'était l'un de ces jeux de groupe ridicules où il faut faire passer des balles sans utiliser les mains. Rien à voir avec ce que j'aime, mais au moins j'ai rencontré quelqu'un qui en riait aussi. C'est comme ça qu'on a commencé à se rapprocher. À la fin de la journée, avant qu'on ne se quitte, elle m'a demandé mon numéro et, quelques jours plus tard, on sortait ensemble. Tout s'est fait naturellement. Je n'ai jamais eu à forcer quoi que ce soit ni à prétendre être quelqu'un d'autre. Les conversations coulaient facilement, on aimait les mêmes films, on avait le même rythme pour sortir ou rester à la maison. J'ai vraiment cru que j'avais trouvé quelqu'un avec qui je pourrais construire quelque chose de sérieux. Et il y a une chose que je veux que vous reteniez, car elle est très importante pour la suite de l'histoire, Roxana souffrait de claustrophobie. Pas au point de ne pas pouvoir mener une vie normale, mais suffisamment pour que certaines situations deviennent critiques. Dans des espaces fermés, mais bien éclairés et assez spacieux, elle savait se contrôler. Mais un endroit sombre, étroit et sans issue déclenchait chez elle une panique incontrôlable. Je l'ai découvert quand on était encore en couple. Un samedi, j'ai décidé de l'emmener à une fête foraine. Il y avait une grande foire à la périphérie de la ville, et je me suis dit que ce serait une bonne idée. On a déjeuné là-bas, on est monté sur quelques manèges, et j'ai même gagné une peluche ridicule à un stand de lancer d'anneaux. Tout allait bien jusqu'à ce qu'on passe devant la maison hantée. C'est moi qui ai insisté pour qu'on entre. Elle ne voulait pas au départ, mais elle a fini par dire oui. Je suppose qu'elle l'a fait pour ne pas gâcher la journée. Mais on n'avait pas fait disparaître à l'intérieur que quelque chose a changé. Je pensais qu'elle avait eu peur d'un effet spécial, mais non. Elle s'est figée. Elle tremblait, respirait vite, et quand j'ai essayé de lui parler, j'ai vu que son regard était perdu. Elle faisait une crise. Sérieusement, elle haletait, tenait sa poitrine et murmurait quelque chose comme « J'y arrive pas, j'y arrive pas ». Là, j'ai agi par instinct. Je l'ai serré fort contre moi, j'ai posé sa tête contre ma poitrine et je lui ai parlé doucement, lentement, avec tout le calme possible. Je lui ai dit que tout allait bien, que j'étais là, qu'elle ne devait pas avoir peur, qu'elle se concentre uniquement sur ma voix, qu'elle ferme les yeux et qu'elle respire avec moi. On inspirait et expirait ensemble, encore et encore. Elle s'est accrochée à moi comme si sa vie en dépendait. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas essayé de la forcer à sortir, je l'ai juste tenue. Après quelques minutes, je l'ai doucement conduite jusqu'à la sortie, sans la lâcher une seule seconde. Je ne me souviens même plus si on a vu quoi que ce soit d'autre dans cette maison hantée. Pour moi, à ce moment-là, elle était la seule chose qui comptait. Une fois dehors, elle s'est assise sur un banc, la tête entre les jambes. Elle m'a présenté plusieurs fois ses excuses. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas à s'excuser, et c'est là qu'elle m'a parlé de sa claustrophobie. Elle m'a dit qu'elle en avait honte, qu'elle n'aimait pas en parler, que personne dans sa famille ne la prenait au sérieux. Je lui ai répondu qu'elle n'avait aucune raison d'avoir honte, que ça ne me dérangeait pas du tout. À partir de ce jour-là, on a commencé à en parler normalement. Si un endroit ne lui plaisait pas, on cherchait une alternative. S'il y avait un ascenseur, on prenait les escaliers, quand c'était possible. Dans les espaces où elle risquait d'avoir une crise, elle me serrait fort la main, et je savais déjà quoi faire. Pendant les 5 années de notre mariage, Roxana a eu quelques épisodes comme ça, mais aucun aussi intense que le premier. Et à chaque fois, sans exception, j'ai réussi à la calmer. Avec le temps, j'ai appris à anticiper. Il suffisait que je dise « je suis là, tout va bien se passer », et elle se sentait en sécurité. C'est pour ça que tout ce qui s'est passé ensuite m'a autant blessé. Son infidélité a été un choc. Il n'y avait aucun signe avant-coureur.
Pas de dispute, pas de changement d'attitude. Elle n'était pas distante, elle utilisait son téléphone comme d'habitude. Elle ne rentrait pas tard, n'inventait pas de réunion. Je n'avais pas le moindre soupçon. Un autre détail important, je viens d'une grande famille. Quand on organise des réunions, surtout pour des anniversaires ou des fêtes, la maison de mes parents est toujours pleine. Parfois, Roxana venait avec moi, parfois non. Elle disait toujours qu'elle ne savait jamais qui était qui, qu'elle se perdait dans tous ces noms. Je vous dis ça parce que c'est l'un de mes cousins qui m'a ouvert les yeux. Ivan, mon cousin, travaille comme réceptionniste dans un immeuble résidentiel situé dans un quartier plutôt chic. Un jour, sans prévenir, il m'a envoyé un message avec une photo et a juste écrit. Ce ne serait pas Roxana? J'ai ouvert l'image, et oui, c'était bien elle. Clairement, elle entrait dans l'immeuble, accrochée au bras d'un type que je ne connaissais pas. Ce n'était pas un simple geste amical, c'était une étreinte de couple, pleine de confiance. Et le pire, il était 16 heures. Roxana était censée être au travail. J'ai répondu immédiatement, et il m'a dit que le gars habitait là, mais que c'était la première fois qu'il voyait Roxana. Il a expliqué que les employés faisaient des rotations, donc peut-être qu'ils ne s'étaient jamais croisés avant. Je lui ai demandé de me donner le numéro de l'appartement, le nom du type s'il le connaissait, n'importe quelle information. Il m'a tout donné. Je suis allé là-bas directement. Je n'ai rien dit à personne, ni à mes parents, ni à mes amis. J'y suis allé seul. J'étais tellement calme en apparence qu'on aurait dit une autre personne. Mais à l'intérieur, la colère bouillonnait. J'ai frappé à la porte de l'appartement avec un calme absolu, sans aucune précipitation. Quelques minutes plus tard, la porte s'est ouverte. Un grand gars, mal rasé, juste en serviette, transpirant et agacé, m'a demandé qui j'étais. Je n'ai pas répondu. J'ai poussé violemment la porte et je suis entré dans l'appartement. Le type s'est mis à hurler que je n'avais pas le droit d'entrer, qu'il allait appeler la police, que j'étais en train de violer sa propriété. Je l'ai ignoré. Je suis allé directement vers la chambre. Et là, j'ai trouvé Roxana, allongée dans le lit, couverte jusqu'au cou avec le drap, les yeux grands ouverts, incapable de prononcer un mot. On s'est regardé droit dans les yeux. Le gars continuait à crier derrière moi. Je n'ai plus supporté. Je me suis retourné, je l'ai regardé en face et je lui ai asséné un coup au visage. Ce n'était pas un gros coup, mais juste assez pour le faire taire. Je lui ai crié de la fermer, que cette femme était ma femme. Son expression a changé. Je pense qu'il ne le savait pas. Ou alors il s'en fichait. Moi, je m'en fichais totalement à ce moment-là. Je ne suis pas resté pour discuter. Je n'ai pas demandé d'explication à Roxana. Je ne voulais entendre aucun mensonge. Je me suis retourné et j'ai quitté cet appartement, le cœur en miettes. Cette nuit-là, je ne suis pas rentré à la maison. Je ne voulais ni la voir, ni l'entendre, et encore moins dormir sous le même toit. Je me sentais complètement perdu, comme si quelqu'un m'avait arraché quelque chose et laissé un vide impossible à combler. Finalement, j'ai passé la nuit chez un ami. Il m'a accueilli sans poser de questions, m'a offert une bière et m'a laissé de l'espace. Le lendemain matin, dès l'aube, j'ai appelé un avocat. Je lui ai expliqué la situation, sans entrer dans trop de détails. Je voulais simplement entamer la procédure de divorce. Le plus vite possible. Cet après-midi-là, je suis passé à la maison pour récupérer quelques affaires. Je ne savais pas si elle y serait, mais elle y était. Roxana était assise sur le canapé, serrant contre elle une de mes chemises comme si c'était une peluche. Ses yeux étaient gonflés, son nez rouge, son visage pâle. Sans aucun doute, c'était l'une des scènes les plus pathétiques que j'ai jamais vues. Je ne sais pas si elle essayait de me convaincre que je comptais encore pour elle, ou qu'elle était désolée, ou qu'elle souffrait. Mais pour moi, ce n'était rien d'autre qu'un numéro minable, vide, inutile. Peut-être qu'à un autre moment, dans une autre vie, j'aurais été touché, mais pas après l'avoir trouvée dans le lit d'un autre. Roxana a pleuré, s'est agenouillée devant moi, m'a supplié de l'écouter, m'a demandé pardon. Elle a dit qu'elle avait fait une erreur, qu'elle pouvait réparer ça, qu'elle connaissait un excellent thérapeute de couple et qu'elle avait même déjà pris un rendez-vous pour nous deux, que ce n'était pas grand-chose, que c'était une crise, que quelqu'un lui avait dit qu'elle souffrait peut-être d'un trouble de la personnalité, mais que ça se soignait. Je n'ai rien dit pendant de longues minutes. Je me suis contenté de la regarder. C'était comme voir une actrice réciter mal son texte. Finalement,
je lui ai répondu que la procédure de divorce était déjà en cours, que je ne comptais pas rester ici une seconde de plus. J'ai pris ce que j'étais venu chercher et je suis parti. À son crédit, je peux dire qu'elle n'a pas compliqué les choses. Elle n'a rien demandé de plus que ce qui était juste. Elle ne s'est pas battue pour la maison, elle n'a pas fait de scène. C'est triste qu'on doive remercier quelqu'un pour ça, comme si c'était une faveur, alors que c'est le strict minimum qu'on peut attendre de quelqu'un qui a trahi. Le mal était déjà fait. Nous avons divorcé après presque 5 ans de mariage. Nous avons partagé équitablement ce que nous avions. Nous n'avions pas d'enfants, ce qui a simplifié les choses. Au final, chacun a suivi son chemin. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Peu de temps après, mon cousin Ivan, le même qui m'avait envoyé la photo qui révélait tout, m'a raconté qu'elle allait encore souvent à l'immeuble, toujours avec le même homme. Cette fois, il ne se cachait plus. Elle saluait les employés en passant. Elle souriait comme si de rien n'était, comme si je n'avais jamais existé. Là, sont restées ses larmes, ses demandes de pardon, son soi-disant diagnostic, sa tentative désespérée de sauver notre mariage. Au final, elle est restée avec l'autre. Ça ne m'a pas surpris, mais ça m'a fait mal. Pas parce que je voulais retourner avec elle, mais parce que c'était clair que tout avait été un mensonge. Elle s'est servie de moi jusqu'à trouver mieux. J'ai dit à Ivan que je ne voulais plus rien savoir d'elle, qu'il ne m'envoie plus de photos, qu'il ne me raconte plus rien, qu'il l'efface de nos conversations. Et c'est ce qu'il a fait pendant les 8 mois suivants. Jusqu'à la semaine dernière. Ivan m'a envoyé un message plutôt mystérieux. Il disait: il s'est passé quelque chose dans l'immeuble, tu vas peut-être vouloir savoir. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Il m'a expliqué que l'un des ascenseurs du bâtiment présentait de petites pannes, il s'arrêtait brièvement entre les étages, les portes se refermaient lentement ou faisaient des bruits étranges. La maintenance était prévue pour cette même semaine. Rien de grave, selon l'administration, mais il restait vigilant. Quelques jours plus tôt, Ivan était à la réception quand il a vu Roxana entrer avec son nouveau copain. Oui, l'autre gars, même si je ne sais plus si je dois encore l'appeler comme ça. J'imagine qu'ils sont devenus un couple officiel après mon divorce. Elle avait l'air bien, tranquille, détendue. Il montait au 8e étage, l'appartement de l'homme. Selon Ivan, tout semblait normal, jusqu'à ce qu'on entende un bruit étrange, un claquement métallique, suivi d'un choc sourd, puis d'un silence. Juste quelques secondes. Puis les cris ont commencé. Le téléphone d'urgence de l'ascenseur s'est activé. Une voix masculine, celle de l'autre gars, expliquait qu'ils étaient coincés, que l'ascenseur s'était arrêté entre les étages. Ivan a répondu depuis la réception, leur a demandé de rester calme, a dit qu'il appelait les techniciens et aussi les pompiers, par précaution. Mais ce qui s'est passé ensuite a été un véritable chaos. Ivan a commencé à entendre des cris, des vrais cris, de panique, de désespoir. C'étaient ceux de Roxana. Des cris perçants. On entendait des coups dans les parois de l'ascenseur, le panneau de commande qu'on frappait, des poings qui cognaient la porte métallique. Elle hurlait, pleurait, suppliait qu'on la sorte de là. À un moment donné, on a aussi entendu l'homme crier: « Calme-toi, s'il te plaît. » Puis un gémissement, comme s'il avait été frappé. Le scandale était tel que plusieurs voisins sont sortis de leurs appartements, alarmés. Certains pensaient qu'il y avait un incendie, d'autres un cambriolage. Ivan a dû calmer tout le monde, tout en parlant avec l'équipe de maintenance et en expliquant la situation. Les pompiers sont arrivés presque une demi-heure plus tard. L'ascenseur était bloqué entre le 2e et le 3e étage. Quand ils ont ouvert la porte, ce qu'ils ont vu a laissé tout le monde sans voix. Ivan m'a dit qu'il n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Et il ne s'est pas contenté de me le raconter. Il m'a envoyé la vidéo, tirée directement des caméras de sécurité de l'ascenseur. À ce moment-là, ma curiosité a été plus forte que mon envie de ne plus rien savoir d'elle. Je ne vais pas mentir. Je ne sais pas si c'était juste de la curiosité ou autre chose. Mais j'ai ouvert la vidéo. L'enregistrement commençait au moment où Roxana et l'autre homme entraient dans l'ascenseur. L'image était nette. L'homme parlait calmement, avec cette attitude de quelqu'un qui croit tout contrôler. Roxana, elle, comme tant d'autres fois auparavant, s'est adossée à l'une des parois de l'ascenseur et a fermé les yeux. Ses mains étaient fermement accrochées à la rampe métallique. Puis, l'ascenseur a brusquement tremblé. Le bruit du choc était sec, métallique.
la cabine s'est arrêtée net. Au début, seul le gars bougeait. Il allait de droite à gauche, appuyait sur les boutons sans logique jusqu'à presser celui d'urgence. Roxana, elle, ne bougeait pas. Les yeux grands ouverts, elle respirait difficilement. On aurait dit qu'elle était complètement paralysée. L'homme a parlé à l'interphone avec la réception. Il a expliqué qu'ils étaient bloqués. Mon cousin leur a dit qu'il appellerait les techniciens et les pompiers, qu'ils devaient rester calmes. C'est là que Roxana a explosé. Elle est passée d'un état statique à frapper la porte avec une force surnaturelle. Elle criait qu'on la sorte de là, qu'elle ne pouvait plus respirer, qu'elle allait mourir. Ses poings cognaient la porte sans arrêt. Elle pleurait, étouffait, vacillait. Elle est restée comme ça pendant plusieurs minutes. L'homme était derrière elle, ne sachant pas quoi faire, silencieux. Soudain, Roxana s'est tue. Juste un instant. Elle a baissé les bras, s'est pris le visage entre les mains et a commencé à se griffer légèrement, comme si elle essayait de s'arracher quelque chose. Puis elle a mis les mains autour de son cou, haletait, ouvrait grand la bouche, comme si l'air ne suffisait plus. Son corps tremblait. C'est à ce moment-là que le gars s'est approché. Il a tenté de lui toucher le bras et a dit « Calme-toi, n'exagère pas. » Mais il n'y avait aucune compassion dans sa voix. Seulement du malaise. Et Roxana a réagi comme un animal acculé. Elle lui a griffé le visage d'un coup rapide. L'homme a reculé immédiatement, le visage rouge, se tenant la joue, complètement déboussolé. Roxana a retiré les manches de son chemisier ou plutôt, elle les a arrachées d'un coup sec. On aurait dit que ses vêtements l'étouffaient. Elle a frappé contre le mur, puis contre la porte. Elle hurlait à l'aide, suppliait désespérément qu'on la sorte de là. Elle frappait avec les deux mains, puis avec la tête. Elle a commencé à cogner sa tête contre la porte de l'ascenseur, comme si elle pouvait l'ouvrir à la force du crâne. Le gars, en la voyant ainsi, s'est approché de nouveau, cette fois avec l'intention de la maîtriser. Il s'est placé derrière elle et a essayé de l'enlacer, de la retenir pour l'éloigner de la porte. Mais Roxana a complètement perdu le contrôle. Elle a crié avec une telle intensité que ça m'a presque fait mal aux oreilles. Elle s'est débattue comme si elle était attaquée, et dans un moment de pur désespoir, elle l'a mordu. Elle l'a mordu au bras de toutes ses forces. Le gars a crié de douleur, l'a immédiatement lâché et l'a repoussé dans un coin. Il a porté la main à la morsure, appuyant fort dessus tout en reculant jusqu'à l'angle opposé de l'ascenseur. Il est resté là, recroquevillé, respirant fort, regardant Roxana comme si elle était une parfaite inconnue. Elle aussi a reculé, s'est laissée tomber contre le mur et a commencé à crier mon prénom. Pas celui de son compagnon, non. Le mien. Elle criait après moi, désespérément, comme si je pouvais l'entendre, comme si je pouvais entrer là-dedans et la prendre dans mes bras, comme si je pouvais lui répéter ce que je disais pour la calmer autrefois, tout va bien se passer. Mais cette fois, je n'étais pas là. C'était lui. Et lui, il n'avait aucune idée de quoi faire. Après ça, son corps s'est effondré. Elle est tombée assise au sol et s'est recroquevillée. Elle a enroulé ses bras autour de ses jambes, son front collé à ses genoux. Elle pleurait sans pouvoir s'arrêter, elle ne criait plus, elle sanglotait comme une enfant perdue. Le gars, de son côté, est resté dans son coin. Il s'est assis, tenait son bras blessé et, de temps en temps, soufflait sur la morsure. La vidéo a continué ainsi pendant presque une demi-heure. En silence, tous les deux assis à des extrémités opposées de la cabine, l'un blessé, l'autre tremblante. Finalement, les pompiers ont ouvert la porte. L'ascenseur était bloqué entre deux étages, donc l'ouverture a été partielle. Roxana s'est levée d'un bond et s'est hissée comme elle a pu, escaladant avec les mains et les pieds pour sortir par la petite ouverture. Les pompiers ont dû l'aider pour qu'elle ne tombe pas. Le gars est sorti ensuite, plus lentement, visiblement endolori. Ils l'ont aidé aussi. D'après Ivan, le scandale que cela a causé ce jour-là a été impressionnant. Plusieurs voisins ont appelé l'administration pour exiger des explications. Il y a eu des réunions d'urgence, des plaintes, et même des menaces de poursuites judiciaires. Roxana elle-même a déclaré qu'elle allait poursuivre la résidence pour avoir mis en place un piège aussi dangereux, mais depuis, personne ne l'a revue dans le coin. Et cela nous amène à aujourd'hui. Il y a seulement quelques heures, ce qui m'a finalement poussé à écrire tout cela. Cela fait 5 jours depuis l'incident de l'ascenseur, et aujourd'hui, Roxana a frappé à ma porte.
J'ai mis quelques secondes à la reconnaître. Elle avait de profondes cernes et semblait épuisée. Sa voix était douce, éteinte. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de me parler, qu'elle avait fait une erreur, qu'elle comprenait désormais, qu'elle s'était toujours sentie en sécurité avec moi, qu'elle était prête à tout pour que je l'écoute. Je l'ai simplement regardée dans les yeux et j'ai dit « non ». Puis j'ai refermé la porte. Elle a insisté un peu. Elle a frappé, elle a supplié, mais je n'ai pas rouvert. Et même si je ne veux pas me moquer de ceux qui souffrent de claustrophobie, je dois l'admettre, je suis heureux de ce qui est arrivé à Roxana. J'espère que, chaque fois qu'elle prendra un ascenseur, elle s'en souviendra. Commentaire Monsieur Reddit. Je ne vais pas prétendre être une personne sans rancune. Parfois, la vie se charge de nous rendre justice d'une façon qu'on n'aurait jamais imaginée. Roxana a fait un choix, elle a tourné le dos à quelqu'un qui l'aimait sincèrement. Et quand tout s'est effondré, ce n'est pas vers son nouveau compagnon qu'elle s'est tournée, mais vers celui qu'elle avait trahi. C'est facile de vouloir revenir quand les choses vont mal. Mais certaines portes, une fois fermées, ne s'ouvrent plus. Et vous? Vous auriez rouvert cette porte? Si vous avez aimé cette histoire et que vous voulez en entendre d'autres du même genre, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater. Il y a encore plein de récits passionnants à venir.